Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans cette nouvelle conférence de Lucien Guerrier sur le cycle Effondrement et Renaissance. Donc la conférence d'aujourd'hui traite sur la question de la mémoire en histoire et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Lucien Guerrier. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors effectivement, avec cette nouvelle question, histoire et mémoire en France, quels échos dans la société? Question mémorielle à la lumière de l'actualité. Bon, c'est un sujet très vaste et je ne prétends pas du tout pouvoir répondre à toutes vos attentes éventuelles. Il s'agit, comme on me l'a proposé, comme l'a proposé l'Institut français de Belgrade, d'essayer de faire des liens entre l'actualité et l'histoire. Et il se trouve que en France, depuis quelques semaines, les questions mémorielles ont été particulièrement, ont eu une résonance assez importante dans l'actualité. Alors les rapports entre histoire, mémoire et actualité sont intenses dans de nombreux pays, mais aussi entre pays. Il y a parfois des sortes de crises de conscience, en quelque sorte, dans une société, surtout quand le rapport à l'histoire est biaisé ou bien quand des mémoires, sont peu reconnues. Ces «crises», entre guillemets, peuvent débuter par un événement d'actualité, un fait divers, la publication d'un livre ou bien la sortie d'un film. La dimension mémorielle, par exemple, du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis d'abord, puis dans d'autres pays, dans le monde, l'année dernière, nous rappelle à quel point l'adoption d'une version de l'histoire d'un pays a des conséquences sur la population, sur sa propre population, mais aussi sur l'image de ce pays dans le monde. Euh, En France, il y a eu quelques semaines, il y avait le bicentenaire de la mort de Napoléon, et Napoléon Bonaparte. Et cette commémoration a fait émerger des stratégies politiques, mémorielles, comme des questions de société. Cela indique à nouveau à quel point le rapport à l'histoire nous éclaire sur les divisions qui existent dans une population, mais aussi sur l'identité de cette population, son unité, sa crédibilité en tant que nation. Alors, c'est particulièrement le cas quand des pays concernés prétendent être des modèles, ou bien, comme par exemple la France, pays des droits de l'homme, ou bien le modèle américain. Euh, Ces 2 exemples, donc les États-Unis et puis ce qu'on va voir ici avec la France, rappellent donc à quel point les relations d'un pays à son histoire façonnent son image comme sa société. Alors, d'abord, définir un petit peu les termes de notre sujet. Qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, c'est le récit du passé, c'est un récit sur le passé, mais ce récit se fait à partir du présent. Et on parle très souvent de science historique parce que l'historien applique des méthodes sur les sujets qu'il aborde dans des archives. Cependant, les thèmes que l'historien aborde sont souvent inspirés par des enjeux de la société dans laquelle il vit, donc par l'actualité. Les mémoires maintenant. Alors, la mémoire d'un événement, par exemple, c'est l'image que l'on se fait d'un événement, ou bien d'un événement ou d'un personnage historique, ou l'image que l'on se fait d'un pays à un certain moment de l'histoire. La mémoire d'une période historique, elle peut être individuelle ou elle peut être collective. À la différence de l'histoire, il me semble qu'on peut dire que la mémoire repose largement sur des émotions qui sont exprimées, mais aussi des émotions qui ne le sont pas, qui restent silencieuses, voire même qui sont interdites parfois. Cette mémoire repose sur des expériences vécues par des témoins, par un groupe social, par un peuple, mais cette mémoire repose également sur des impressions qu'un groupe va transmettre à une société, ou bien qu'une famille va transmettre à ses enfants, ou justement ne pas transmettre. Et dans ce cas-là, comme dans le cas de la transmission, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui peut créer des tensions. Alors, je me permets de rappeler que les mémoires font partie de l'histoire. C'est un sujet à part entière, même si les historiens ont été relativement lents, si je peux m'exprimer ainsi, à reconnaître que les mémoires étaient un champ de l'histoire à part entière. Alors, quel est le rapport entre les mémoires et le travail d'un historien? Eh bien, l'historien cherche à comprendre les continuités,
de l'histoire d'un pays, d'un groupe social, d'un phénomène. Il cherche également à comprendre des ruptures. Et la mémoire, les mémoires, dans ce contexte, peuvent être des repères tout à fait intéressants pour mieux comprendre une période historique ou, encore une fois, un groupe social, une société. Alors aujourd'hui, dans quel contexte se trouve-t-on par rapport à ces questions? Eh, il se trouve que différents acteurs de la société en France, en particulier, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, en particulier l'État, tente de mobiliser l'opinion publique autour de questions mémorielles. Il s'agit, alors il y a d'autres groupes qui peuvent le demander, il n'y a pas que l'État. Par exemple, des groupes sociaux, des associations peuvent demander à l'État réparation pour quelque chose, une réparation qui peut être symbolique ou bien une réparation plus concrète, comme le fait d'inaugurer une statue, une plaque, un musée, voire même demander des réparations financières. Donc ici, j'ai présenté rapidement le sujet pour en arriver à cette question, quelles sont les relations entre l'actualité, la mémoire et l'histoire en France aujourd'hui? Alors, je le répéterai peut-être d'autres fois, c'est un sujet très vaste et il se trouve que, encore une fois, l'actualité fait qu'il y a beaucoup de résonance avec l'histoire et avec les enjeux mémoriels. Je vous propose 3 aspects pour essayer d'organiser un petit peu cette intervention. D'abord, de voir quels sont les rapports entre l'actualité et l'histoire, les rapports qui sont souvent ambigus. Puis on verra en quoi la société fait face à ces mémoires pour essayer de créer une culture commune, ou pas d'ailleurs. Et enfin, on se demandera s'il y a un rapport spécifique à la mémoire en France. Alors je reviens sur l'actualité, le rapport entre l'actualité, l'histoire et les mémoires. Euh, L'histoire se trouve régulièrement, me semble-t-il, moi j'ai fait mes études il y a une trentaine d'années et il me semble que l'histoire fait de plus en plus partie de l'actualité. L'actualité entre régulièrement en collision avec la recherche historique et une partie de la société répond à ce qui se passe dans l'actualité en prenant position. Alors, c'est le cas avec, je vous le disais tout à l'heure, l'anniversaire, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Hem, Qu'est-ce qu'il s'agit de célébrer dans ce cas-là? Est-ce qu'on célèbre le chef militaire? Est-ce qu'on célèbre le conquérant de l'Europe? Si c'est le cas, alors l'Europe va réagir plutôt mal. D'ailleurs, ça a été le cas, il y a eu plusieurs articles un peu, comment dire? Qui ont égratigné un petit peu l'image, par exemple, du président français en se demandant si c'était le nouveau Napoléon. Alors on peut aussi, choisir de commémorer, Napoléon pour d'autres raisons. Parce que Napoléon, c'est le fossoyeur de la Révolution et de la République, par exemple. Mais c'est aussi le fondateur d'institutions, qui existent toujours en France. Les préfets, les lycées, le code Napoléon, par exemple. Hem, En fait, on touche là un des enjeux de l'actualité par rapport aux questions d'histoire et de mémoire, c'est qu'il est très difficile, dans l'actualité, de donner une totalité historique sur un événement. Et donc, très souvent, il y a un angle d'approche, un angle d'attaque. Donc, j'ai fait exprès de dire les deux. Un angle d'approche, c'est quand on veut expliquer, et un angle d'attaque, c'est quand on veut faire du spectacle, ou bien quand on veut se servir de l'actualité pour mener, par exemple, une offensive politique entre partis politiques. Et c'est bien là une des questions fondamentales sur les mémoires, c'est qu'elles ne sont pas qu'un objet d'histoire. En fait, puisque les historiens se sont intéressés assez tard aux questions mémorielles, dans la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, les mémoires sont souvent d'abord euh, ingérées, on va dire, digérées par la société. Et parfois, la société n'a pas les outils pour comprendre pourquoi elle a hérité de telle mémoire et pas de telle autre. Ce qui peut, selon le contexte, créer des tensions. Alors, il se passe aussi également que, ce qui se passe également, c'est que depuis au moins une génération, une trentaine d'années, il y a ce que l'on appelle une inflation mémorielle. Certains historiens parlent d'inflation mémorielle, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de cérémonies qui
essayent de marquer le calendrier de l'année. Et on voit que différents acteurs de la société y trouvent leur compte, ou bien au contraire se sentent extérieurs à ces cérémonies. On remarque par exemple qu'il y a régulièrement la commémoration de la naissance ou la mort de telle ou telle personne. Je vous ai parlé de Napoléon, mais en 2002, c'était Victor Hugo, la mort de Victor Hugo. Léonard de Vinci en 2019, le débarquement en Normandie, pour parler de la Seconde Guerre mondiale, tous les ans. Alors, ces commémorations, d'ailleurs, sont en général des commandes politiques. Elles sont des commandes politiques et elles sont aussi ancrées dans un héritage qui est celui des deux guerres mondiales et en particulier de la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que la Seconde Guerre mondiale, en France, a laissé beaucoup de divisions entre les Français et que l'État, les gouvernements successifs, après 1944, ont essayé d'unifier ou de rapprocher la population française autour de moments solennels, des commémorations. C'est le cas avec, par exemple, les commémorations au Mont Valérien. Le Mont Valérien, c'était un fort à Paris qui était, pendant la Seconde Guerre mondiale, une caserne allemande où de nombreux, plus de 1000 résistants ou personnes arrêtées par les occupants ont été exécutés. Après la Seconde Guerre mondiale, le Mont Valérien devient un lieu de mémoire, un lieu de commémoration de la résistance. Aujourd'hui, il est entièrement géré par une association mémorielle qui est financée par l'État. Donc, ce lieu, par exemple, a été pendant plus de 30 ans le lieu principal où les chefs d'État ou les hommes politiques venaient commémorer la mémoire résistante. Pour autant, ça ne veut pas dire que la population française savait exactement ce qui s'était passé au Mont Valérien. Et c'est là encore un de ce rapport entre l'actualité, l'histoire et la mémoire. On se demande, avec le recul, si commémorer permet de créer une culture commune ou pas. On y reviendra dans un instant. Je vous disais que en France, la Seconde Guerre mondiale a créé de très fortes divisions. Ce n'est pas le seul pays, bien sûr. Il se trouve que des historiens ont particulièrement étudié cette mémoire, encore une fois assez récemment, hein, depuis les années 70-80. On parle parfois de mémoire désunie en France à ce propos, et ça s'explique par exemple, la volonté du général de Gaulle, dès 1944, de mettre en lumière la résistance et de globaliser la résistance à toute la population, de faire comme si toute la population avait été résistante. Et c'est ce qu'on retrouve dans son fameux discours de la libération de Paris en août 1944, 25 août 1944, Paris libéré, Paris traumatisé, Paris martyrisé, et Paris libéré par qui? Eh bien, alors que les soldats américains et français sont dans la ville, De Gaulle ne mentionne que les soldats français. Donc il y a une volonté politique d'utiliser un événement pour essayer de créer une mémoire qui va unir la population. Alors, ce n'est pas chose facile, c'est pourtant, après 1944, ces discours sont très connus dans la population, mais ils ne tiennent pas compte de toutes les mémoires, et donc en fait, ils laissent des cicatrices de par les silences qui sont imposés à des groupes sociaux. J'y reviendrai, puisque ces groupes sociaux parviennent ensuite à faire émerger leur mémoire un peu plus tard. Je voudrais terminer ce rapport sur l'actualité et l'histoire, sur le fossé qu'il peut y avoir entre les expressions qui sont utilisées par des historiens et les expressions qui paraissent dans les médias. Le cas d'école, en quelque sorte, c'est par exemple la notion de devoir de mémoire qu'on entend très fréquemment, qui est une expression qui date du début des années 1980 en France et qui a très très bien marché. C'est-à-dire que devoir de mémoire, c'est un slogan parfait
qui pouvaient à un moment donné correspondre aux attentes de la société, à la commande politique, mais également aux besoins de l'éducation nationale. Dans l'école, voilà, c'est une expression facile, devoir de mémoire, qui est facile à retenir et qui a l'air d'être très claire. Pourtant, les historiens aujourd'hui n'utilisent plus cette expression et ils préfèrent parler de travail de mémoire. Mais ça s'explique aussi parce qu'il y a des pressions de plus en plus fortes sur les historiens et sur le travail des historiens euh, pour qu'ils soient parfois moins indépendants. Et cela se retrouve en particulier dans les questions de financement de l'université, le financement de la recherche, ainsi que dans l'utilisation politique de commémorations historiques. Un autre exemple de ce décalage qu'il peut y avoir entre le vocabulaire historique et le vocabulaire de l'actualité, c'est quand dans l'actualité on parle de la déportation et des camps d'extermination, entre guillemets. Camps d'extermination, euh, comment dire, l'expression n'est plus utilisée là non plus par la plupart des historiens qui parlent de sites d'extermination. Or, dans les médias, c'est très difficile d'expliquer la différence quand il y a 2-3 minutes seulement pour en parler. D'autant plus que, c'est une autre remarque, pour commenter l'actualité d'un point de vue historique ou d'un point de vue d'une commémoration, on invite relativement peu les historiens sur les plateaux télé. C'est un peu plus fréquent depuis quelques années, mais c'était quelque chose qui n'était pas du tout une règle. Euh, je ne juge pas, c'est juste voilà, un constat, et ça pose la question de ce rapport entre la société et le travail historique quand on traite de questions mémorielles. Comment est-ce qu'on en parle et quels mots on utilise et est-ce que ça permet de créer une culture commune. Donc c'est le deuxième point que je voudrais aborder ici. Face à ces mémoires, des mémoires qui sont parfois traumatisantes, que ce soit avec Napoléon, vu les séquelles que son règne a laissé en France du point de vue politique, du point de vue militaire, du point de vue de l'image de la France en Europe et dans le monde, ou bien la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, plus récemment le génocide Tutsi au Rwanda. On peut se demander comment la société française assimile ces éléments. Est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'il y a un rejet de ces mémoires? Ce qu'il y a derrière ces questions-là, ce ne sont pas simplement des questions de culture générale. Est-ce que les gens connaissent telle ou telle date? La question qui se pose vraiment, c'est quelle est l'identité d'une population? Et c'est ce qu'ont très bien compris certains historiens comme certains hommes politiques depuis longtemps, mais en particulier depuis le début de la décennie 2000. C'est qu'on peut essayer de remobiliser une population en insistant sur tel ou tel événement historique. Alors, tout État le fait hein, dans le monde, et un des premiers leviers pour faire ça, c'est l'école. L'école, les programmes scolaires présentent en général des visions de l'histoire qui correspondent non seulement à des avancées scientifiques, donc la découverte, le travail des historiens. Je vous parlais à l'instant de la notion de devoir de mémoire ou bien du travail de mémoire. Dans les manuels scolaires, on peut voir cette évolution, on peut voir que le vocabulaire a changé. Une des plus grandes évolutions qu'a connue l'école française par rapport à son histoire, à l'enseignement de l'histoire et à la mémoire commune éventuelle qui aurait pu s'installer, c'est la question de ce qu'on appelle le roman national. Le roman national, c'est comme ça que l'on appelle une histoire qui était enseignée jusqu'aux années 60-70, parfois un peu plus longtemps, dans laquelle, par exemple, on disait nos ancêtres les Gaulois. Voilà, les Français sont les ancêtres descendent des Gaulois. C'est aussi une histoire dans laquelle on enseignait essentiellement des personnages clés de l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'histoire par le haut. Donc les hommes politiques, les rois, les reines, les grands chevaliers, les grandes figures de l'histoire qui auraient fait l'histoire
par le haut, et cette histoire se serait diffusée dans le reste de la société. Alors cette vision de l'histoire a été remise en cause dans les années 1970. On parle maintenant fréquemment d'une histoire populaire, par exemple, une histoire populaire des États-Unis. C'est un ouvrage qui a été écrit il y a une vingtaine d'années là-bas. Il y a aussi une histoire populaire de la France qui vient de sortir en France. On parle aussi parfois d'une histoire par le bas, une histoire par les inconnus. Et en fait, ça correspond à la découverte par certains historiens des enjeux de mémoire. C'est-à-dire, si on veut comprendre comment les individus se comportent dans une société, surtout après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il faut s'intéresser à leur façon de voir le monde, ce qu'on appelle une vision du monde. Et cette vision du monde, si elle est marquée par des traumatismes ou si elle est marquée par des injustices, elle va conditionner le rapport aux autres. Non seulement par rapport à d'autres populations, mais aussi au sein même de la société, en l'occurrence ici, au sein même de la société française. Et si en fait les mémoires du pays ressemblent de plus en plus à une sorte de puzzle, où chaque communauté aurait sa mémoire, à ce moment-là, il y a un risque qui est le repli sur soi. Parce que nous sommes depuis longtemps dans un contexte de mondialisation, mais ce contexte-là, on en a vraiment pris conscience depuis les années 1970-1980. Vous voyez, ça coïncide, ça fait plusieurs fois que je parle de ces années 1970-1980, qui sont un basculement dans la façon d'envisager l'histoire, le rapport aux mémoires et le rapport euh, d'une population à son histoire et à ses mémoires. Parce qu'effectivement, la mondialisation nous intègre, nous projette à d'autres échelles. Nous avons maintenant conscience de faire partie de différents ensembles géographiques, notre village ou notre ville, notre quartier, ça c'est l'échelle locale. Et ensuite, on s'emboîte éventuellement dans une échelle, à une autre échelle qui est l'échelle régionale, et on s'emboîte dans une échelle nationale, et de plus en plus, c'est le cas de la France, on s'emboîte dans une échelle européenne, qui elle-même a évolué de 6 États dans les années 50 à maintenant 27 États. Donc, et puis surtout, on fait partie de la mondialisation, on l'a bien compris, particulièrement douloureusement avec la pandémie. Donc, on peut avoir ici une succession d'identités. Vous voyez, identité locale, identité régionale, nationale, européenne, voire éventuellement mondiale. On utilise beaucoup dans l'enseignement l'expression, la citation d'Erasme, je suis un citoyen du monde. Mais d'un autre côté, le Sénat, par exemple, la semaine dernière, a beaucoup discuté autour de la question des langues régionales. Faut-il encourager l'enseignement du breton, du basque, par exemple, et quel rapport entre ces enseignements-là et l'enseignement du français? Il y a donc, vous voyez, toute une série d'éléments qui font partie de l'évolution de la société française et qui ont des résonances avec l'enseignement de l'histoire. D'autant plus que, comme avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis l'année dernière, l'actualité tragique en France, avec le terrorisme par exemple, avec les questions des migrations, entre le nord et entre le sud et le nord de la Méditerranée, ces phénomènes renvoient des images sur l'histoire de France et sur l'histoire des rapports entre la France et d'autres pays. Et là, en particulier, je fais allusion au rapport entre la France et l'Algérie, par exemple. Et là encore, cette année, en 2021, il y a eu une tentative par le pouvoir politique de marquer le territoire en quelque sorte sur la mémoire entre ces deux pays. Le président de la République a demandé à un historien, Benjamin Stora, de rédiger un rapport sur justement la guerre d'Algérie et les enjeux mémoriels. Et ce que dit tout de suite Benjamin Stora dans l'introduction de son rapport, c'est que des choses ont été faites entre la France et l'Allemagne qui peuvent servir d'exemple pour que les mémoires entre la France et l'Algérie soient apaisées. Par exemple, un manuel franco-allemand a été édité il y a quelques années. Il n'y a pas cette même démarche entre la France et l'Algérie pour l'instant. Alors, vous voyez,
au cœur de ces petites questions-là que j'ai évoquées rapidement, il y a surtout deux acteurs principaux, c'est l'historien, bien sûr, et le politique. Et puis un troisième acteur qui sert aussi parfois de décor, parce qu'il n'est pas toujours acteur, en fait, et souvent spectateur, c'est la société. Et quel rapport justement entre ces trois-là? Comment faire pour que l'historien, sans être aux ordres du politique, permette de donner des outils à la société pour mieux comprendre son histoire et peut-être créer une culture commune? Là aussi, on a beaucoup d'expériences, on peut regarder dans le rétroviseur et voir que depuis la Seconde Guerre mondiale en particulier, il y a eu des progrès, il y a eu des choses qui ont été construites dans ce domaine-là. Je vous parlais du manuel franco-allemand. Il y a eu des tentatives aussi de penser une histoire européenne dans le cadre de l'Union. Mais d'un autre côté, des questions restent absentes des programmes scolaires ou bien quand tout y est dans le programme scolaire, il y a un manque de temps. Voilà. L'historien et les enseignants en particulier ne peuvent pas évoquer une question si le politique ne met pas cette question-là au programme. Et jusqu'en 1995, euh, le gouvernement français ne reconnaissait pas la guerre d'Algérie. On parlait d'événements. Alors ça n'empêchait pas les historiens de le dire, de l'écrire et de le publier. Il n'y a plus de censure en France depuis 1981, en tout cas plus de censure directe. Euh, donc les historiens étaient libres de pouvoir le dire. En revanche, dans l'enseignement, non. Et pour toute une partie de la population française, notamment une population pied-noir, comme on dit, les populations qui ont quitté l'Algérie dans le contexte de l'indépendance de l'Algérie en 1962 ou autour des années 1962, le fait de ne pas pouvoir parler de guerre d'Algérie officiellement, ça a créé un vide, ça a créé un manque et ça a amputé leur identité de Français, puisqu'ils étaient Français naturellement, oui, légalement, mais leur histoire avait été amputée de leur héritage algérien. Alors précisément, ça m'amène à aborder le troisième élément ici que je vous ai proposé, c'est savoir s'il y a un rapport spécifique à la mémoire en France. Alors sur ces questions de non-dit, de comment dire, de périodes historiques qui seraient pas très bien connues ou qui seraient parfois biaisées, ce n'est pas l'apanage de la France. Toute une série d'États, bien entendu, choisissent certaines pages qu'ils encouragent pour l'enseignement en particulier, ou bien même bloquent des financements, et c'est le cas, ça a été le cas en France, hein, dans les années 50-60. Je ne sais pas si vous le savez, mais la France, comment dire, l'histoire de France, et particulièrement l'histoire médiévale, a été leader, en quelque sorte, a été un modèle de l'historiographie, donc de l'écriture de l'histoire sur le Moyen-Âge dans le monde dans les années 50-60. Et ça s'explique en partie parce que quand on était étudiant dans les années 50-60, eh bien, il ne fallait pas travailler sur la Seconde Guerre mondiale, parce que les archives n'étaient pas accessibles, déjà. On ne pouvait pas travailler sur la guerre d'Algérie dans les années 60-70, de la même façon parce que les archives n'étaient pas accessibles. Donc, on se tournait vers des périodes du passé, et il y a eu effectivement une école d'historiens particulièrement douée et prolixe, c'est-à-dire qui a beaucoup écrit sur l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire aussi d'autres périodes, mais en particulier du Moyen-Âge avec un historien qui s'appelle Georges Duby. Voilà. Donc, ce n'est pas spécifique à la France. Si je compare rapidement avec le Royaume-Uni, par exemple, dont l'histoire avec la France a souvent été au cœur des programmes scolaires pour différentes raisons, au Royaume-Uni, il n'y a pas de polémique sur l'enseignement de la colonisation, par exemple, ou bien sur la responsabilité du gouvernement britannique dans la naissance d'Israël ou les guerres israélo-arabes. Alors qu'en France, encore une fois, voilà, le bicentenaire de Napoléon a tout de suite porté la question de la responsabilité de la France sur l'esclavage. Alors c'est aussi une culture spécifiquement française, hein, de se remettre en question. En tout cas, c'est l'impression qu'ont de nombreux hommes politiques aujourd'hui,
qui, lorsque l'on parle comme ça d'histoire et de mémoire, et qu'il apparaît que la France a une image, disons, pas très glorieuse, il se demande si on fait de l'histoire, si on commémore, ou si on est en train de demander à l'État français de s'excuser de tout. Il y a une expression qui est née dans les années 2000, c'est l'expression de repentance. Voilà, c'est le président Sarkozy en particulier, entre 2007 et 2012, l'a utilisé de très nombreuses reprises. Il ne voulait pas s'excuser au nom de l'État français en disant que l'histoire et la mémoire, c'était une chose, il fallait commémorer, mais que la repentance, le fait de s'excuser, c'était excessif et que la France n'avait pas à rougir de son histoire, je le cite à peu près. Voilà. Or, cette question de repentance, il me semble elle ne nous aide pas beaucoup en tant qu'apprentis historiens, parce qu'elle réinjecte de l'émotion au plus haut niveau de l'État par rapport à la lecture de l'histoire. Alors, on retrouve cette émotion, évidemment, dans les commémorations. Le but d'une commémoration, c'est en partie le fait de rappeler des émotions sur, par exemple, je vous parlais du Mont Valérien, l'exécution de résistants. Il y a les commémorations, par exemple, sur euh, le, le- le- le génocide pendant la Seconde Guerre mondiale. Les commémorations de l'esclavage rappellent des douleurs. Alors, on sait aussi commémorer des moments plus gais, hein, comme la fin des guerres, le 11 novembre ou le 8 mai. Mais à cette occasion-là, c'est également l'émotion de la perte des proches et du sacrifice ou bien comment dire, des mensonges d'État qui ressortent. Voilà, de nombreuses autres questions liées à l'actualité auraient pu être évoquées, hein, comme là, encore une fois, un rapport sur la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis a été remis au président de la République il y a quelques semaines. Et là aussi, dans l'actualité, il y a eu des interventions pour se demander est-ce que la France devait s'excuser, est-ce que la France était responsable, et tout ça dans un contexte où le président de la République allait se rendre au Rwanda, justement pour la commémoration du début du génocide en avril 1994. Alors, pour conclure sur ces questions, encore une fois, je ne prétends pas du tout avoir réglé, mais simplement soulever, pointer peut-être, euh, ces enjeux entre histoire, mémoire et actualité ne sont pas nouveaux, mais aujourd'hui, ils sont clairement nommés. Voilà, on sait dire, on sait reconnaître les mémoires, et on gagne du temps en quelque sorte parce que on sait reconnaître qu'un groupe demande quelque chose. Ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, peut-être des associations en France qui se mobilisent pour la reconnaissance du génocide, de la participation de la France dans le génocide du Rwanda, par exemple, au Rwanda. Donc on a des acteurs qui savent identifier d'autres acteurs de cette histoire, de cette mémoire, pour essayer de faire évoluer la culture et la vision du monde en France. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui est différent aussi d'il y a 50 ans, par exemple, c'est la caisse de résonance médiatique. C'est-à-dire que quand un film sort sur une question et qu'il est polémique ou qu'il peut être polémique, évidemment, on l'entend énormément, on en entend parler longtemps et on n'entend pas forcément les meilleures personnes en parler. D'autre part, les relations entre l'État et la société sont aussi quelque chose qui est nouveau et qui est un défi pour l'avenir, pour les historiens, pour l'État, pour la société, puisqu'il y a cette question du vivre ensemble qui se pose à tous, en France, mais aussi dans d'autres États, sous les influences comment dire, des crises économiques, de la crise sanitaire par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans un même pays? Qu'est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on partage des valeurs économiques, sociales, mais aussi éventuellement culturelles? Vous voyez, à travers ces questions, on sent qu'il y a une urgence en fait, de répondre à des questions mémorielles parce qu'elles sont liées à l'identité. Et l'identité, si on appuie, selon comment on appuie sur ces questions d'identité, on peut rapprocher les gens ou bien on peut les diviser. Les diviser, c'est ce qu'on appelle le nationalisme, par exemple. C'est très facile d'appuyer sur ce bouton-là. Voilà. Je vous remercie et je vous écoute éventuellement pour échanger avec vous sur ces questions.
Effectivement, merci beaucoup, M. Grillet, pour cette intervention. Et déjà, M. Fossi-Camper qui veut poser une question, je laisse la parole. Il faudrait désactiver votre micro, s'il vous plaît. En effet, c'était bonjour Franck, c'était l'applaudissement, c'était les mains comme ça. Non, merci, c'est très pertinent. Non, j'ai pas de questions vraiment. C'est juste que peut-être parce que moi je travaille pour le Conseil de l'Europe ici à Belgrade. Nous on utilise évidemment beaucoup le concept de la multiperspective en histoire. Et évidemment, ça, c'est d'abord quelque chose qui s'utilise au contexte européen, mais de plus en plus, depuis une trentaine, quarantaine d'années, évidemment, aussi dans le contexte des États membres du Conseil de l'Europe, à travers les plusieurs chartes, langues régionales, nationalité, minorités nationales, etc. Et pour nous ici en service, c'est très important d'avoir cette idée de la multiperspectivité, surtout parce que, par exemple, en Yougoslavie, c'est ex-Yougoslavie, dans un pays ex-yougoslave, nous sommes dans un contexte multinational, multiculturel. Et ça, je trouve, par exemple, les États comme la France, ils ont un peu plus à faire dans cette dimension-là, de vraiment développer la multiperspectivité au sein de leur pays. Et peut-être juste une remarque concernant l'étude de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que ça, c'est quand même un aspect assez… il y a des divergences entre plusieurs pays. Par exemple, de nouveau ici, en Europe du Sud-Est, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale était immédiatement étudiée et promue après la Deuxième Guerre mondiale. C'était même pour créer cette mythe de nouveaux États, etc., les partisans, etc. Alors, il y avait une production historique, littérature, mémoriale, etc., qui a commencé dès 1945. Et je pense, par exemple, moi je viens de l'Allemagne de l'Ouest, de Cologne, là évidemment, les Moyen-Âge, c'était la même chose. C'était plutôt pour construire les mythes de l'Europe unie, pas divisée, au-delà de l'aliénation, du nationalisme, du schisme chrétien, etc. Je crois que c'était plutôt fonctionnel dans le XXe siècle, ce que nous avons étudié, parce que la question des archives, je crois, c'est peut-être un peu moins pertinent que l'idée politique de qu'est-ce qu'il faut maintenant en tant qu'histoire. Merci beaucoup, M. Fossi-Camper. Oui, est-ce que je peux réagir? À propos de la Seconde Guerre mondiale, de l'enseignement ou de la vision de la Seconde Guerre mondiale en France, il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. La France a eu beaucoup de mal et les historiens ont eu beaucoup de mal à étudier le régime de Vichy, donc le régime de l'occupation. Et en fait, la voie a été ouverte par un historien américain, Robert Paxton, qui dans les années 70 a étudié précisément le régime de Vichy à travers les correspondances allemandes, en fait. Vous voyez, pour contourner l'interdiction d'accès aux archives françaises. Et quand son livre est sorti sur la France de Vichy, ça a été un coup de tonnerre. Parce qu'il a ouvert une brèche, il a montré, déjà, il a en quelque sorte rappelé un certain nombre de vérités historiques, et il a aussi montré la voie sur l'accès à ces archives. Donc il y a eu une pression de la société, surtout des historiens bien sûr, pour avoir un accès plus direct à ces archives. Et le deuxième exemple, la deuxième chose qui me venait à l'esprit, c'est qu'il y a une historienne qui a écrit un ouvrage, c'est Annette Viviorca, qui est spécialiste de la déportation et du génocide, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'ère du témoin ». Et elle dit que dans les années 70, beaucoup de témoins ont commencé à parler. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlaient pas avant, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la société était prête à les entendre pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que le négationnisme revenait un petit peu dans certains endroits, même dans des universités françaises d'ailleurs, mais aussi parce qu'il y avait un besoin de ces témoins de transmettre. Et ils transmettaient souvent à des inconnus plutôt qu'à leurs enfants ou bien à leurs petits-enfants.
plutôt qu'à leur... voilà. Donc, et sinon, je vous remercie pour cette perspective oui, sur l'Europe. Il y a des champs qui sont absolument passionnants à faire et le décloisonnement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire dans nos pratiques aussi. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Sidi, on vous laisse la parole. Merci. D'abord, je tiens à remercier le conférencier pour nous avoir entretenus durant tout ce temps sur l'actualité, les rapports entre histoire et mémoire, entre le rôle de l'historien et la conception que porte la société sur l'histoire. Nous avons remarqué en effet, depuis l'arrivée du président Emmanuel Macron au pouvoir, un certain changement dans la politique extérieure de la France à travers la reconnaissance de certains faits historiques, notamment son voyage en Algérie, sa reconnaissance de la colonisation et la reconnaissance également du rôle de la France dans les génocides en Rwanda. Nous pouvons dire que c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle politique extérieure de la France qui sera qui va influencer tous les autres pays européens à reconnaître leur passé historique. Et au-delà de cette question, quel regard la société française porte sur le fait historique extérieur français? Comment est-ce que la société française perçoit cette reconnaissance des faits historiques? Je sais que ça crée toujours des clivages entre de gauche et droite. Les gens n'ont pas la même conception, les gens n'ont pas la même compréhension. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à accepter l'histoire. Et après la reconnaissance, quelle sera la suite logique? Est-ce que ça sera suivi par une récompensation financière ou juste des déclarations formelles politiques? Alors, je vais essayer de... Merci pour tous ces points. Alors, en ce qui concerne, par exemple, le génocide Tutsi au Rwanda, d'abord, je ne peux pas répondre sur ce qui va se passer, je ne sais pas. Vous voyez ce qui s'est passé très concrètement, pour rester sur l'actualité, c'est très pratiquement le rapport, par exemple, qui a été remis par... Donc, c'était un rapport réalisé par un historien, une commission d'historiens, on l'appelle le rapport Duclerc, et qui a été remis au président de la République donc, à propos de la part qu'a joué la France au Rwanda en 1994. En fait, dans l'actualité, ça s'est tout de suite focalisé sur la personne de Mitterrand, c'est-à-dire du président de l'époque, sur sa responsabilité à lui. Et donc, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, où là encore, la responsabilité de Vichy a été gommée en quelque sorte, ou en tout cas masquée, par la responsabilité du maréchal Pétain. Donc il y a une personne qui est responsable, et en quelque sorte, ça dédouane le reste de la société. Alors je fais attention à ce que je dis, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de porter des jugements. Mais là encore, il y a des exemples très concrets. En ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, l'avantage, en quelque sorte, pour le gouvernement français de juger Pétain, c'était de juger le responsable de l'État et de laisser en place des personnes localement qui avaient pu collaborer avec les nazis. Il y a une figure particulièrement connue qui est Maurice Papon, qui était préfet à Bordeaux et qui a anticipé des demandes des nazis sur la déportation des enfants, par exemple. Et lui, il est resté en poste après la guerre, et en 1960, il est préfet de Paris. Vous voyez? Donc, s'intéresser, on va dire, se focaliser sur le chef de l'État évite aussi de regarder d'autres situations historiques et éventuellement d'éviter un certain nombre de règlements de la justice française. Dans le cas du Rwanda, il y a plusieurs livres qui sont sortis sur ce sujet, notamment par des témoins, des militaires, qui témoignent de ce qu'ils ont vu et qui montrent à quel point ils ont eu le sentiment, quand ils étaient sur le terrain, qu'il y avait des ordres qui allaient dans le sens d'aider les génocidaires. Voilà.
Alors évidemment, le génocide il ne se constate, si vous voulez, qu'après. Mais les massacres se constatent évidemment sur le moment. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un changement. Ce qui est certain, c'est que si on regarde le laps de temps entre le procès de Pétain et puis la reconnaissance de la responsabilité de l'État français en 1995 par Jacques Chirac, et puis en revanche, le génocide des Tutsis et puis le rapport Duclerc, on voit que le personnel politique a l'air de vouloir réagir plus vite. On dirait qu'il y a une volonté, effectivement, de réagir plus vite à ces questions mémorielles. Cependant, pour l'instant, la réponse reste la même. C'est-à-dire qu'on revient sur le chef de l'État là-bas, de l'époque, 1994, et pour l'instant, il y a encore des archives sur le Rwanda qui ne sont pas accessibles aux historiens qui travaillent sur ces questions-là. Vous évoquiez l'Algérie. Il est évident là aussi que dans un jeu de relations internationales dans la mondialisation, parler des questions mémorielles, ça permet aussi d'avoir du poids, un poids moral peut-être, quand on n'a pas de poids économique ou politique. Donc ça peut être aussi un jeu. Par exemple, pour prendre un exemple complètement différent, la France a, il y a quelques années, rendu des masques maoris à la Nouvelle-Zélande. Et c'était dans le cadre d'une politique culturelle. Je ne suis pas sûr que la France ait fait ça pour vendre des Airbus à la Nouvelle-Zélande, vous voyez. Je pense que là, c'était dépassionné. La relation entre la France et la Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas d'enjeu énorme à faire ça. En revanche, on sent que entre la France et l'Algérie, ce n'est pas que la relation entre les deux pays, c'est les conséquences au sein de la société française et au sein de la société algérienne qui sont en jeu. Et donc, effectivement, vous avez raison, l'avenir de ces relations, elles dépendent de comment on se parle de l'histoire. Exactement. Et là-dessus, c'est intéressant de voir que la question des harkis, vous savez, la population locale en Algérie qui était recrutée par l'armée française, leur situation a presque été réglée par un film qui s'appelle Indigène, qui est sorti en 1998 ou 1999. Et ce film a eu un tel succès que ça a remis la question mémorielle sur l'agenda, comme on dit aujourd'hui, du président de la République. Je ne sais pas si je n'ai pas pu répondre à tous, c'est évident. Vous avez tout à fait répondu. Merci infiniment. Comme vous l'avez dit, juste pour ajouter quelques points, si vous me le permettez, je sais que l'histoire, les retours à l'histoire, ça fait toujours peur. D'une part, elle engendre toujours des conceptions, des mondes différents. D'une part, les concepteurs et les victimes. Donc, il n'est pas toujours facile de faire face aux faits historiques. Ça crée toujours des tensions et son acceptation n'est pas toujours facile. Et je sais que le discours d'Emmanuel Macron, ça a créé beaucoup de tollés, de réactions au sein même de la classe politique française. Il y en a qui se disent que nous ne sommes pas prêts à s'excuser. Et d'autre part aussi, ça permettra de déboussoler un peu les relations entre le Rwanda et la France. Et ça permettra également aux sociétés de se reconnaître et de se réconcilier. Puisque quand l'histoire continue, quand l'histoire n'est pas abordée, les identités continuent toujours à se construire en se référant sur elles, ce qui va créer une tension dans l'avenir. Donc, c'est tout cela que je voulais ajouter. Merci. Tout à fait, merci. Allez-y, Tobias. Oui, merci Franck. Je voulais revenir sur l'idée de l'ère des témoins, peut-être pour aussi faire un débat plus ouvert à la région. Ça, c'était exactement un des grands sujets des années 80 ici dans l'espace post-yougoslave, l'espace yougoslave plutôt à l'époque, que les témoins étaient présents parce qu'il y avait une histoire officielle des années 80, des années 40 jusqu'à les années 80. Là, les gens étaient dans un certain âge, ils ont commencé à parler de leur mémoire. Et ça, on le dit maintenant, a fort augmenté la probabilité de la violence ici dans l'espace yougoslave, parce que ce processus de témoignage n'était pas réglé, n'était pas canalisé.
et évidemment mélangé avec des questions de nationalisme dans l'espace yougoslave. Je crois qu'il faut davantage faire attention à ces processus parce qu'il y a toujours des témoins. Il y a toujours des témoins qui ont un certain âge et qui vont mourir bientôt. Ils ont le besoin de partager, de parler, d'avoir un forum. Alors, je crois un peu davantage aussi faire de travail là-dessus, peut-être aussi au sein de la politique extérieure culturelle. Ça, c'est un truc. Deuxième aspect que je voulais, parce qu'on a parlé de l'Algérie, je crois aussi il y a un autre aspect qui est important, qu'on a quand même aussi des sources du XXe siècle qui sont les sources du moment contemporain. Et je me rappelle très bien, maintenant, pendant la pandémie, j'ai regardé un film français qui s'appelle Un joli mai. C'est un film de 1962, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était sur Arte. C'était un film qui était tourné en 1962, jusqu'après la conférence d'Évian. Et c'était annoncé, et les gens en parlaient dans le film, en France, à Paris, de premier printemps en paix. Parce que pour eux, à l'époque, en 1962, c'était la guerre en continuation entre 1940 et 1962 avec l'Algérie, Indochine, etc. Alors, je trouve ça assez fascinant que nous avons oublié qu'il y a aussi les voix, les témoignages contemporains et on a oublié à les écouter. Et maintenant, évidemment, avec l'audiovisuel, on a pas mal des sources qu'on peut peut-être utiliser davantage. Et peut-être un troisième point pour moi, toujours, parce que moi je suis vice-président. Qu'est-ce que je suis, Franck? Je suis vice-président du groupe des ambassadeurs à la francophonie à Belgrade, qui est un groupe mixte de nationalités. Et je trouve c'est intéressant toujours avec le français, aussi avec l'ambassadeur français, qui est un bon ami, de voir un peu comment le rôle de la religion dans l'histoire et de la mémorialisation française, comme elle est absente. Et ça, c'est peut-être une question à vous. Comment la France, au XXe siècle, se positionne dans ce discours de la religiosité, de la tradition chrétienne, musulmane, etc., qui font tous partie de la France. Et en même temps, il y a un silence qui est comme un tonnerre. Hein. On ne parle pas, on ne trouve même pas des mots. Tandis que pour nous, par exemple, pour les Allemands, pour les gens ici dans la région de l'Europe du Sud-Est, la religion est beaucoup plus présente. Aussi, il y a plein de difficultés. Je ne dis pas que ça, ce n'est pas problématique. Mais quand même, on a un certain langage. Mais il me semble souvent que pour les Français, le langage de la religion est un peu absent du débat, mais en même temps, c'est la religion qui est quand même porteur d'une certaine historicité, hein, Oui, aussi dans le paysage, dans les archives, etc. c'est vrai. Et alors, je vais commencer par le troisième point, si vous permettez. Il me semble qu'effectivement, on peut avoir l'impression que la religion est absente parce qu'il n'y a pas l'enseignement du fait religieux. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'actualité depuis une quinzaine d'années. Faut-il un enseignement du fait religieux dans l'école française? Il se trouve que, et puisque j'enseigne en lycée, je peux vous dire par exemple, quand les élèves ont 15-16 ans, ils ont une question importante. Enfin, dans chaque chapitre d'histoire, il y a la dimension religieuse qui apparaît. Mais c'est vrai qu'elle apparaît non pas comme le fait principal. Par exemple, si on étudie le XIIe siècle en Méditerranée, on étudie les relations entre les États. On essaie de se... Voilà. Et donc là, évidemment, le facteur religieux, est-ce qu'il va être comment dire, primordial, ou bien est-ce que c'est, par exemple, l'appel à la croisade, est-ce qu'en fait c'est vraiment une question religieuse, ou est-ce qu'en fait c'est pas une question de pacifier l'Europe? Vous voyez, on envoie les chevaliers se battre à Jérusalem, c'est l'appel à la croisade, c'est un peu ça. On demande aux guerriers d'aller se battre ailleurs pour ne pas qu'ils attaquent l'église à la maison. Vous voyez, mais on a aussi un enseignement d'histoire et de géographie. Et en géographie, on étudie beaucoup à travers la géopolitique les aspects religieux, c'est-à-dire comment ça rapproche les populations, comment ça joue justement sur les accents
politique, stratégique, éventuellement économique entre acteurs économiques du monde, par exemple. Ça, c'était sur le troisième point. Le premier point, vous évoquiez le fait que la mémoire, quand elle sort peut-être de manière au mauvais moment, en quelque sorte, peut créer davantage de tensions que d'en régler. Et alors, j'ai pas l'expérience d'enseigner dans des endroits où il y a des tensions. En revanche, j'ai fait 2-3 projets sur la mémoire avec des élèves de différentes origines, où aller dans un cimetière militaire, par exemple, ça permet de désamorcer beaucoup de choses. Dans un cimetière militaire où il va y avoir des soldats français, du Commonwealth, des soldats allemands, on va demander aux élèves, tiens, pourquoi il n'y a pas la même pierre tombale? Pourquoi on n'écrit pas les mêmes choses? Donc pour la France, ce qui compte, c'est la nation. On met mort pour la France. Pour le Commonwealth, on va mettre en avant l'individu. Pour l'allemand, ça va être encore autre chose. Et donc là, c'est vrai qu'on commence directement par l'émotion, parce qu'on est sur le lieu de mémoire. Et on remonte à l'histoire. Et du coup, on peut voir cette histoire commune, et du coup, le message qui ressort, c'est que c'est vrai que la guerre, c'est pas une bonne idée, si vous voulez. Donc, on a éventuellement une mémoire qui est partagée, du coup, et qui permet de réunir des gens de différentes nations autour de cela. Voilà ce qui me venait à l'esprit en vous entendant. Mais... Et est-ce que le film est connu? Un joli Ah oui, main? le film, moi je ne le connais pas, non. Moi je ne le connais pas, mais vous connaissez le Recommandation. film? On le trouve sur YouTube, hein. C'est 3 heures et demie, mais c'est fascinant. Eh bien, il se trouve que récemment, j'ai découvert un auteur qui est d'origine algérienne et qui est venu dans mon lycée parler à des élèves. Il s'appelle Majid Cherfi. Et lui, il raconte son enfance dans les années 70-80. Et il raconte à quel point, lui, étant de parents algériens, mais il se sentait français. Et il a cette expression, il dit « Pourquoi on me demande d'être français alors que je le suis déjà ?» Et en fait, c'est parce que sa mémoire d'Algérien n'apparaît nulle part. Vous voyez, on n'en parle pas dans la société française, sauf quand on en parle comme un problème. En tout cas, c'est son sentiment. Et pourtant, lui, il dit je ne suis pas croyant, l'islam, c'est autre chose, c'est un aspect culturel, c'est pas mon identité. Et bien pourtant, on lui renvoie toujours son prénom, ses origines. Et ça, il a du mal voilà, on a du mal à trouver la sortie, on va dire, je pense, en France. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Ça fait tout juste 1 heure, donc c'est parfait. Merci beaucoup aux intervenants pour leurs questions et puis pour le fait qu'ils aient pu nourrir le débat. Effectivement, c'était très intéressant de partager les expériences et puis les points de vue différents. Et donc, encore une fois, merci beaucoup, M. Grillet, pour votre conférence et puis à la prochaine. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir.